Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mars. Un bilan lecture qui, ma foi, écoutez, n'a pas été aussi bien que j'espérais. Si on fait un tour sur les 8 livres que j'avais à lire le mois dernier, on peut voir que je n'en ai lu seulement que 4 de cette palle, mais j'ai quand même eu un total de 5 livres. Voilà, puisque j'en ai un qui s'est rajouté qui n'était pas prévu, un autre aussi qui s'est rajouté qui n'était absolument pas prévu, et j'ai eu un petit DNF. Donc je vais commencer par le DNF et ensuite on passera à mes lectures. Le roman que j'ai DNF en mars, il s'agit du deuxième tome de Witchwalker, donc La Cité des Runes de Carissa Wick chez édition Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, qui est donc, oui, comme je dis, le second tome de Witchwalker. Le truc est que j'avais adoré le premier tome, j'avais surkiffé, j'avais aimé cette vibe vraiment très romantisée, un chouïa plus adulte que ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'avais tellement hâte de lire le deuxième tome que, au bout de 150-200 pages, j'ai dû arrêter. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il se passait rien. C'était lent. On était à 150-200 pages, il ne se passait absolument rien. Il y avait très très peu d'action. C'était juste nos deux protagonistes plus toute leur équipe, tous leurs compagnons, en fait, qui sont en quête, voilà, pour aller à la Cité des Ruines. Et il se passe juste, littéralement rien du tout. C'était lent. Je sais pas, j'ai eu du mal avec je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas passé. Je me suis ennuyée et j'étais assez déçue, donc je me suis dit ça sert à rien que je me force à lire. Donc j'ai DNF le livre, j'ai vendu le tome 1 et 2 à 30€, ce qui est le prix à peu près d'un seul roman. Bon, je me suis dit voilà, comme ça c'est fait, mais j'étais assez déçue en fait d'utiliser mes bons d'achat de 5€. C'était pour que voilà, le tome 2 ne me plaise pas. Je comprends pourquoi il y a eu des avis assez négatifs, c'est vrai que ça traînait en longueur et je me suis dit je vais pas me forcer à lire un livre où il se passe pas grand chose, où je n'ai pas forcément envie de le prendre, où j'ai forcément envie d'autres livres. Donc voilà, ça a été le petit DNF du mois de mars. Sinon, ma première lecture du mois de mars a été Synth et Sparrow de Green River chez édition Piactus, qui est disponible en français chez édition Berceau, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie The Ruinous Love. Donc les trois tomes sont disponibles en français chez édition Berceau. J'ai lu Les Heures Anarques en février, donc celui-ci je l'ai bien évidemment lu au mois de mars. J'ai mis 4 étoiles comme ses deux prédécesseurs. C'est l'une des histoires que j'attendais le plus, l'un des tomes que j'attendais absolument le plus, puisque j'avais adoré découvrir Fionn et Rose au cours des deux tomes précédents. Et celui-ci, ça vraiment, en fait, ça suit leur histoire. Ensuite, en même temps, on suit les éléments du tome 1 de leur point de vue. Ensuite, on suit les éléments du tome 2 de leur point de vue. Et ensuite, voilà, on a toute cette histoire-là. On a Fionn, qui est donc le troisième frère de la fratrie des Kane, qui a eu le cœur brisé. Voilà, une romance qui s'est jamais remis. Il est docteur, voilà, dans une petite ville du Nebraska. Et en gros, il va faire la connaissance de Rose Evans, qui fait partie d'un cirque, voilà, qui s'arrêtait à Nebraska pour faire leur tournée, tout ça. Et en fait, Rose a beaucoup de mal avec certains hommes qui sont assez violents avec les femmes, voilà. Et en fait, elle fait des tirages de cartes et elle va rencontrer une femme et apprendre que voilà, ça se passe pas forcément, et donc elle va tenter de s'attaquer à cet homme là et ça ne va pas se passer comme prévu. Elle se retrouve à l'hôpital et en fait Fionn va être le médecin qui va prendre soin d'elle et il va se rendre compte en fait que c'est un peu une sorte de tueuse en série, comme ses frères ont l'habitude de l'être, parce que lui il n'est pas du tout dans le métier, c'est quelque chose qui cherche vraiment à sortir de là. Et il a décidé en fait de prendre Rose chez lui, d'une pour la protéger et de deux pour qu'elle aille mieux, pour prendre vraiment soin d'elle. Et on va suivre un peu la romance entre nos deux protagonistes. J'ai beaucoup aimé la romance entre Fionn et Rose, c'est vraiment un Friends with Benefits et après Two Lovers. J'ai adoré je sais pas, il y a quelque chose avec Fionn que j'aime beaucoup, c'est genre vraiment le frère des trois, enfin parmi les trois, qui est vraiment le plus posé, qui cherche vraiment à être loin un peu du business familial de tueur en série, mais qui a un peu cette côté de noirceur, qui sait qu'il ne peut pas forcément éviter, et il se doit en même temps de protéger Rose Evans, voilà, qui elle a un très fort caractère et qui ne veut pas forcément se laisser faire, qui refuse vraiment en fait l'aide de Fionn, qui dit oui, alors c'est gentil de m'aider, mais je n'ai pas forcément besoin d'aide, je peux m'en sortir toute seule, mais finalement elle ne peut pas, voilà. Et j'ai aimé la dynamisme entre les deux, la relation. J'ai aimé aussi voilà, qu'on a les événements vraiment du tome 1, les événements du tome 2, voir leur ressenti comment c'est, et ça m'a permis d'en apprendre plus aussi sur forcément nos protagonistes principaux des deux tomes précédents,
en discussion avec Fionn et avec Rose, qui était assez cool. Et évidemment, on a toujours ce côté assez mystère, thriller, policier qui est vachement bien. Et un raton laveur. Voilà, le raton laveur c'était le côté un peu comics, mais franchement j'ai bien aimé. C'est une trilogie alors que je ne conseille pas à tout le monde parce que bon déjà les scènes de smut sont quand même assez élevées, surtout celui-ci. Et niveau très descriptif ou gore c'est quand même assez présent, mais c'est quand même une trilogie que j'ai beaucoup appréciée. Je suis contente d'avoir terminé celle-ci cette année. Ensuite, j'ai lu quelque chose d'un peu plus posé. J'ai lu Effroi à la fête foraine de Catherine, je sais plus son nom de famille, chez édition PKJ, qui est le quatrième et dernier tome de sa saga Small Spaces, qui est une saga jeunesse. Voilà, je ne vais pas dire trop ce qui s'est pas trop faire résumer parce que ça risque d'être spoilant, mais ça se passe dans une fête foraine. On a un peu tout le dénouement de l'histoire, le pourquoi du comment est-ce que notre très cher vilain est un peu tel qu'il est. On a vraiment de l'aventure, de l'action. Vraiment family friends, tout ça, vraiment c'était vraiment génial. J'ai quand même passé un très bon moment. J'ai pas réussi à le trouver à la médiathèque, donc j'étais assez déçue, donc j'ai pris sur ma Kindle pour terminer de le lire. Ça s'est lu assez rapidement, voilà, j'ai mis 4 sur 5 parce que ça reste quand même une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir découvert en tout cas cette saga jeunesse que je recommanderais. Voilà, forcément. En vrai, je trouve que c'est assez bien. Je pense qu'il faut lire en fonction des mois, très clairement. Puisque le premier, c'était Ars Mokolo, ça se passe vraiment sur cette vibe automnale. Le deuxième, c'est dans un chalet pendant l'hiver, si on peut dire. Le troisième, c'est Peur sur le lac. Donc un peu cette vibe assez été. Et celui-ci, Effroi à la fête foraine, on va dire aussi un peu automne. Mais pour ma part, j'ai quand même beaucoup aimé. Et je pense que c'est une saga que je recommanderais à l'occasion pour certaines personnes qui veulent se lancer. Essayer de lire un peu plus. J'avais envie d'un peu de romance, donc j'ai lu The Mistake de Elle Kennedy chez édition Hugo Roman, qui est le deuxième tome de cette saga Off Campus. J'enchaîne apparemment les Off Campus, vu que le tome 3, je compte le lire ce mois-ci. Et dans ce tome-là, on va suivre Logan, qui fait partie de toute la bande de copains, hockeyeurs professionnels et tout ça. Et on va suivre Grace, qui est un peu la gentille fille, voilà, qui est très discrète, qui a vécu un événement assez traumatisant, ce qui fait que quand elle va à des elle évite d'aller en soirée, mais quand il va, elle veut être sûre que sa meilleure amie ne la lâche pas parce que voilà, c'est marquant. Et lors d'une fête, elle va faire la rencontre de Logan. Ça va assez bien matcher entre les deux et il va se passer ce qui va se passer. Ils vont avoir une nuit ensemble parce que tout simplement Logan, c'est pas forcément un gros spoil, est amoureux de quelqu'un. Il n'arrive pas forcément à se sortir de la tête et il utilise Grace en gros pour un peu assouvir ses pulsions. Voilà, pour essayer d'enlever ça. Grace va la prendre, ça va pas lui faire content, donc elle va partir pendant les vacances à Paris chez sa mère. Elle va revenir complètement différente, complètement changée et refuse de parler à Logan, mais Logan se rend compte que finalement il avait peut-être des sentiments pour Grace et donc il va essayer de tout faire pour se faire pardonner. Et écoutez, ma foi, j'ai bien aimé, j'ai mis 3,5 aussi pareil, ou 4,5 je sais plus. 3,5, j'ai mis 3,5, c'est ça. J'ai mis 3,5, ça a été un chouïa meilleur que le premier tome. J'ai toujours un peu de mal avec le langage assez cru. Bon, pareil, c'est les années 2015, donc je vais pas forcément trop me plaindre, mais j'ai quand même toujours du problème un peu avec le langage assez cru, les scènes assez smutty, la façon dont ils parlent forcément de leur engin, ou voilà, tout ça. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé la romance, j'ai bien aimé le fait que il a fallu du temps à Logan pour réaliser que peut-être c'était pas forcément un sentiment amoureux, mais peut-être un manque d'amour, de genre, il veut quelque chose, il est jaloux de ce que ses amis ont en fait, et il a du mal à exprimer ses sentiments, son ressenti. Et on a Grace à côté qui commence vraiment à avoir un sentiment pour Logan, et en fait c'est une jeune femme qui décide de prendre sur elle, de changer, de dire je vais pas me laisser abattre par un homme, voilà, je suis quelqu'un de bien et je vais pas me laisser faire, voilà, je suis prêt à tout pour avancer et pas grave, voilà. Mais en vrai j'ai beaucoup plus aimé ce deuxième tome, c'était assez cool. En fait j'ai plus aimé la romance que dans le tome 1. Le tome 1 c'était vraiment la romance assez cliché que j'ai l'habitude de lire. Et en vrai, quand je lis les Off Campus, je pars en inconnu, je savais pas, sans vraiment savoir de quoi ça parle. Là, j'ai le troisième tome dans ma palle. Pour ce mois-ci, je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que dans l'un des tomes il y a une pregnancy trope. Je sais pas du tout quel tome c'est, j'ai très hâte en tout cas de tomber dessus. Mais voilà, mais dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture. La romance était vachement plus intéressante que The Deal. Et ouais, franchement, c'était bien, j'ai hâte de continuer. C'est pas forcément des tomes coup de cœur, mais je passe quand même un très bon moment. Après ça, j'ai eu, si vous avez vu mon reading vlog sur Hunger Games, vous savez que je me suis complètement trompée dans ma tête sur la date de sortie du roman où en fait j'avais une semaine d'avance. Ce qui fait que je me suis dit après The Mistake, je vais lire Hunger Games. Mais non, parce que Hunger Games sortait dans 2 semaines. Dans les 2 semaines d'après. Donc en gros, qu'est-ce que je vais lire entre temps? Donc j'ai voulu lire un petit roman qui était
court, sans prise de tête, et j'ai lu Entre nous la rivière de Alexiane de Lys chez les éditions Plume du Web, je crois. Le seul roman que j'ai lu de Alexiane de Lys, c'était le premier tome de Sang d'écume et de glace, que j'avais bien aimé et qui fait partie de cette saga que j'ai abandonné, je vous en parlais dans une vidéo. Et dans ce roman-là, on va suivre Naya, j'ai les petits noms là pour pouvoir manquer. On va suivre Naya qui vit dans un village, un peu une sorte de village en Afrique, très misogyne, en gros, où les hommes font la loi et où les femmes n'ont pas forcément le droit de rien faire à part être des femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne savent ni lire, elles ne savent ni écrire, très clairement. Elles vivent dans un monde complètement reclus, renfermé. Et en fait, quand elle avait 10 ans, elle a sauvé un garçon de la noyade, chose voilà, pas du tout prévue. Elle devait le laisser mourir, mais elle s'est dit je ne peux pas, il faut que je le sauve. Elle l'a sauvé, elle l'a réchauffé et le seul moyen pour elle de la sauver c'était de couper ses cheveux, chose qui de base, ses cheveux doivent être coupés seulement le jour de son mariage, donc elle doit la laisser pousser jusqu'à ce qu'elle se marie. Et en gros, après l'avoir sauvé, cet enfant, ce garçon part. Et donc, quelques années après, voilà, après que Nia soit mariée, un homme arrive en disant, avec des soldats, en disant, voilà, il me faut une épouse, trouvez-moi une épouse pour, je sais plus trop quoi, pour les taxes, pour pas attaquer le village. Et Priam, qui est donc cet homme-là, décide de choisir Naya. Et en fait, ce qu'on apprend rapidement, c'est que Priam est l'homme que Naya a sauvé quand elle avait 10 ans, et on va suivre un peu la romance entre les deux, un peu l'histoire entre les deux. C'est un roman qui est assez court, donc il se passe quand même pas mal de choses, l'histoire avance très rapidement. J'ai mis 3,5 parce que dans l'ensemble c'était bien, mais il y a certaines choses qui m'ont assez dérangé. Déjà le fait très village misogyne, qui m'a pas du tout plu, mais aussi Naya en elle-même, c'est-à-dire que elle était très enfantin, très niaise, sur le fait où en fait c'était une jeune femme où elle apprenait tout, c'est-à-dire que elle découvrait pour la première fois des chiens, elle découvrait pour la première fois des moutons, elle apprenait à lire, enfin elle savait pas écrire, elle avait l'impression d'être enfermée, elle se disait mon dieu si je vais faire un seul truc je vais me faire taper dessus, voilà, elle avait, je sais pas, en fait dans son village ils sont enfermés vraiment comme si c'était des enfants, des bébés en fait, et donc elle découvre plein de choses et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas vraiment plus tant que ça, mais le point positif, j'ai beaucoup aimé la relation entre Priam et Naya, c'est-à-dire c'est un couple qui communique, qui s'entend. Priam qui est toujours là à dire à Naya tu n'es pas forcément obligé de passer par moi si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, tu es libre de faire ce que tu veux, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, et on voit Naya qui commence à s'ouvrir petit à petit. C'est vraiment un roman autour de la reconstitution de soi, et de base c'est basé comme un roman de fantasy, mais il n'y a pas de fantasy, genre vraiment pas, c'est vraiment juste de la romance. Pas forcément young adulte parce qu'il y a quand même des sujets assez tabous dessus, mais voilà, c'est un roman où j'ai mis 3,5, c'était bien, mais je trouvais que, je sais pas, ça l'a pas fait pour moi. Je vais quand même pas mettre une mauvaise note parce que j'ai trouvé, comme j'ai dit, la romance assez bien faite, mais tout le reste en règle générale ne m'a pas forcément plu. Mon avant-dernière lecture, ça a été un manga, ça a été le premier tome de Kitayama et Minamiya de Sato Sugar chez les éditions Anna Collection, voilà, donc c'est un yaoi. J'ai fait mon abonnement Anna Collection. En gros c'est un abonnement où tu payes 20 € par mois et tous les 2 mois tu reçois un carton avec 10 yaoi, voilà. Chose que je vais annuler parce que très clairement c'est le seul que j'ai apprécié et les autres c'était des suites de saga, donc ça avait absolument rien, que je les garde. Donc j'ai fait mon paiement du mois de mars, faire mon paiement du mois d'avril, et après je recevrai ma box et j'arrêterai mon abonnement parce que c'est très clairement ça me sert à rien. Alors dans ce tome là, je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple. En pleine puberté, Minamiya a un passe-temps des plus singuliers. Il ne peut s'empêcher d'imaginer les visages érotiques des gens qu'il croise, mais il est incapable de fantasmer sur celui de son collègue Kitayama qu'il ne cesse de suivre du regard. Pourquoi est-il la seule exception? Minamiya voit dans ce quiproquo l'opportunité d'enfin visualiser les expressions lubriques du jeune homme et accepte de sortir avec lui. Le plan d'origine de Minamiya sera-t-il contré par les sentiments sincères de son nouveau partenaire? C'est l'un des yaoi que j'ai le plus apprécié parmi toute la collection parce que ça s'est lu très rapidement, il y avait cette vibe très Sasaki et Miyano. Les dessins, alors je vais essayer de pas forcément vous montrer de choses. Voilà, les dessins sont assez doux, assez mignons, très jeunesse comparé aux autres mangas que j'ai lus. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai beaucoup aimé la romance entre nos deux protagonistes parce que très clairement, Minamiya, il a vraiment un seul
truc en tête, et c'est découvrir vraiment le visage érotique de Kitamiya. Et en fait, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Et en fait, il y a vraiment une romance, comme on l'a dit dans le résumé, qui se forme entre les deux, mais c'est tellement chou, c'est tellement mignon, parce que Kitamiya, il a fait, mais en fait, je vais sortir avec lui, parce que en fait, depuis le temps, voilà, il y a un quiproquo qui fait que les deux vont vraiment finir par s'apprécier, et même quand ce qui va arriver, et ben Minamiya, il est là, mais d'accord, mais j'ai pas pensé à moi. Et en fait, voilà, il y a ce côté très romance, très mignon, très doudou. Il y a des scènes olé olé, mais c'est vraiment en scène bonus, vraiment à la fin, qui ne se voit pas forcément, donc c'est assez cool. C'est pas un manga, bon, c'est des mangas yaoi, donc ça se lit à partir de 16 ans, 10, très clairement. Mais pour ma part, j'ai vraiment apprécié, j'ai bien aimé. Ça reste un premier tome, donc ça reste quand même assez introductif. Normalement, avec la box, mon abonnement, je suis censée recevoir le tome 2. Donc je pense que c'est l'une des sagas yaoi que je continuerai, parce que bon, les yaoi, ça coûte quand même entre 7,90€ à 8,90€. Ça dépend après desquels c'est. Mais ça coûte quand même assez cher. Mais bon, c'est vraiment un tome assez introductif que je continuerai. Et pour ça, j'ai quand même mis 4 sur 5 parce que c'était une très bonne lecture. On passe maintenant au dernier roman de cette update lecture, qui est bien évidemment mon coup de cœur du mois de mars. J'en ai fait un reading vlog que vous pourrez trouver dans le petit juste là. Il s'agit évidemment de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins chez édition PKJ, qui est le deuxième tome préquel de la trilogie Hunger Games. J'en ai fait un reading vlog, hein, donc je vais pas trop m'étaler dessus, pour retrouver juste là. Et oh mon dieu, mais j'ai adoré. Je crois que c'est mon deuxième ou troisième coup de cœur de cette année. En niveau lecture, j'ai eu Asana Affection, L'enfant en moi, je crois. Enfin, Asana Affection. Et j'ai eu aussi Heartless Hunter. Mais celui-ci, pour faire court, on est à la 50e édition des Hunger Games. Et cette 50e édition est assez différente, puisque il va y avoir beaucoup plus de participants qu'avant, puisqu'on va avoir 4 personnes, donc 2 filles et 2 garçons du même district, pour participer au Hunger Games, qui sera beaucoup plus violent. Et parmi ces participants sélectionnés du district 12, on a Haymitch Abernathy, qu'on connaît évidemment en tant que mentor dans la trilogie d'origine Hunger Games, et voilà, qui va participer au jeu, et on va suivre toute sa aventure, sa rencontre avec des personnages qu'on connaît de l'univers de Hunger Games, un peu comment est-ce que les événements du préquel et de ce tome-là vont donner lieu à tous ces petits easter eggs qui ouvrent certaines nouveautés sur la trilogie Hunger Games. Et c'était vraiment, alors c'était l'une des sorties que j'attendais le plus de cette année 2025, parce que j'adore Hunger Games, et parce que dans l'embrassement, Amy, je parlais énormément de ces jeux, et on avait tous appris à quel point c'était assez violent. Mais là, on est vraiment sur un autre level. Là, on est vraiment sur un niveau au-dessus de la trilogie Hunger Games, du premier préquel avec Lucy Gray. Là, on est vraiment sur un level vraiment au-dessus. Les jeux sont extrêmement violents, sont extrêmement graphiques, très descriptifs aussi. Et j'ai adoré vraiment connaître Haymitch, son point de vue, et découvrir l'homme qu'il était avant, évidemment, la trilogie, et voir comment est-ce que tout ce qu'il a vécu, parce que Haymitch, franchement, entre les jeux et après les jeux, les derniers chapitres, ça n'a pas été facile pour lui, très clairement, et je comprends pourquoi il est devenu l'homme qu'il est. Et en fait, on se rend compte que la rébellion ne passe pas forcément par Katniss, mais bien avant tout ça. Et j'ai adoré vraiment découvrir tous ces petits easter eggs, comme j'ai dit, toutes ces petites mises en place de comment ça a été fait, et voir comment est-ce que après l'événement avec Lucy Gray, Snow est toujours aussi cruel. Et d'un côté, alors, d'une raison pour laquelle Suzanne Collins a écrit ce roman-là, c'est parce que elle en avait marre, en fait, que les gens romancent Snow à cause du préquel. Donc elle s'est dit, je vais refaire de lui l'homme cruel qu'il était, voilà, très clairement. Et ça a été le cas. Voilà, ça a été le cas, mais en tout cas, ça m'a donné vraiment un visage nouveau sur Haymitch, sur les autres personnages. Je ne vais pas plus spoiler ça, mais sur les autres personnages, sur l'univers, et vraiment la fin épilogue où il raconte un peu tout ce qui s'est passé, des événements qu'il y a eu avec Hunger Games, et évidemment ça vite après. Et j'ai trouvé ça très touchant, très beau. J'ai évidemment pleuré à la fin, comme beaucoup de gens, mais ça a été, je crois que c'est le roman le plus poignant de tout l'univers Hunger Games. Et maintenant j'en veux un autre sur Finnick, parce que comme tout le monde je veux Finnick. J'en veux un autre sur Joanna. En fait, j'en veux même un autre sur le après Hunger Games. Juste un roman, c'est tout. Sur Katniss, Pita, savoir ce qu'ils sont devenus, ou sur leurs enfants, ou sur un autre truc qui arrive, je sais pas. Ou même sur Lucy Gray, après la fin de Serpent et l'oiseau chanteur. Genre, je veux d'autres tomes. Je veux dire, la saga Hunger Games est tellement dense, l'univers est tellement incroyable, tu peux tellement écrire plein de romans sur tous les personnages que voilà, c'est vraiment génial. En tout cas, j'ai vraiment adoré, gros coup de cœur, et je le conseille à 100%. Mais je pense que le mieux, ce serait de lire la trilogie d'origine, et ensuite lire les préquels.
parce que sinon ça risque de spoiler pas mal de choses, mais j'ai vraiment adoré, gros coup de cœur du mois de mars. Donc voilà, c'était tout pour mon update lecture du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, niveau lecture, là actuellement, j'ai déjà lu 3 romans, j'enchaîne mon 4e et j'ai DNF un roman. Enfin, j'ai tenté de lire les 2 premiers chapitres, j'ai fait non, ce n'est pas pour moi, donc j'ai complètement arrêté, donc il faut que je trouve un autre roman pour remplacer. Mais voilà, j'essaye de tenir mon goal de 10 livres pour le mois d'avril. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je pense, j'ai déjà ma petite idée de vidéo de la semaine prochaine. Donc ouais, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!